Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'heure verte on s'intéresse à la pollution numérique. Et oui, là aussi nous polluons. Il y a non seulement la fabrication des matériaux pas toujours recyclables, et aussi notre manie de stocker, de télécharger ou bien même simplement de chercher. On ne vous l'avait jamais dit ? Oui, chaque recherche faite sur internet a un coût écologique. Pour répondre à nos nombreuses interrogations, je suis entourée aujourd'hui d'une experte en numérique responsable. Céline Janetti, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur cette question de pollution numérique depuis maintenant 5 ans, c'est ça ? Oui, exactement. Je fais notamment partie du collectif Conception numérique responsable. C'est un collectif où nous travaillons notamment à la mise en place d'outils qui peuvent être dédiés à l'éco-conception de services numériques. Par exemple, avec les membres, nous avons écrit un référentiel proposant 115 bonnes pratiques simples à mettre en œuvre et très efficaces, ainsi qu'une méthode pour évaluer la maturité environnementale d'un site web ou d'un service en ligne. Et pour pimenter un peu le débat, nous avons invité Sergey Brin, le célèbre cofondateur de Google qui se trouvait à Nancy pour un forum et nous a accordé un peu de son précieux temps. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous. Bonjour. Une personne va vous faire face durant ce débat, monsieur Christian Kroll, fondateur d'Ecosia. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Madame Gianetti, tous les jours, j'entends des personnes me dire que le numérique est d'avenir et pourrait remplacer sur le long terme le papier. Est-ce vraiment plus écologique ? Je vous avoue que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend tous les jours penser à l'environnement, n'imprimez pas cet email ou encore participer à la protection de l'environnement en passant à la facture numérique. On nous enjoint souvent de remplacer le support papier par le numérique au nom de la protection de l'environnement. Mais il faut savoir que le numérique n'est pas forcément plus écologique que le papier. Tout dépend vraiment de l'usage que l'on a de nos documents et de multiples autres facteurs. C'est vrai que le numérique a de nombreux avantages. Il permet la consultation rapide de documents, offre une facilité d'envoi exemplaire et l'accès à un nombre d'informations quasiment illimité sur Internet. Et on se l'avoue, c'est quand même bien plus simple que d'aller chercher dans des livres. Mais pour autant, les supports numériques ne sont pas forcément plus écologiques que le papier, parce que chaque visionnage, envoi, téléchargement et stockage d'un document sont des actions qui consomment de l'énergie. Une même facture enregistrée à la fois dans sa messagerie, sur le disque de son ordinateur, ainsi que chez le fournisseur, multiplie par 3 cette consommation. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais pour cela, Greenpeace a effectué un rapport et dans leur conclusion, si Internet était un pays, il serait le 5e consommateur mondial d'électricité. Vous vous rendez compte, le 5e consommateur mondial d'électricité. Google, à lui seul, exige autant d'électricité que la ville de Bordeaux. On peut aussi parler des data centers, je pense que nous reviendrons là-dessus au cours de ce débat, mais la France en compte plus de 140. Et un seul data center consomme en moyenne en une journée autant que 30 000 habitants de foyers type européen. Pour conclure, un petit chiffre qui est assez clair. Si vous passez plus de 2 minutes 13 à lire une page sur Internet, ça pollue plus que de l'imprimer. Donc voilà, je pense que toutes ces informations vous montrent un peu pourquoi le numérique n'est pas spécialement plus écologique. D'accord. Et Google se présente comme étant initiateur de pratiques écologiques. Mais pourtant, les chiffres de notre expert nous montrent l'inverse, monsieur Brin. Pouvez-vous nous expliquer votre vision des choses ? Eh bien oui, je vais vous expliquer ma vision des choses. Et tout d'abord, je dirais que l'argument selon lequel Google polluerait beaucoup trop, c'est-à-dire qu'il consommerait autant d'électricité que la ville de Bordeaux, n'est pas recevable. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte et il ne faut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Google est utilisé par jour par des centaines de millions de personnes, alors que l'aire urbaine de Bordeaux ne compte seulement que 1,2 million d'habitants. Il faut donc remettre aussi exactement les choses dans leur contexte. Et selon le rapport de Greenpeace dont Madame l'experte a parlé, Google est alimenté à 56% par des énergies renouvelables et ce rapport montre que finalement le chiffre est beaucoup mieux que celui de Bing qui est seulement alimenté à 32% par des énergies renouvelables mais un peu moins que Yahoo qui est à 74%. Et selon ce même rapport de Greenpeace qui est normalement considéré comme être une entité indépendante classe Google avec la note de A au sein des moteurs de recherche, alors que Yahoo et Bing obtiennent la note de B. Et ce qui montre le problème avec les nouveaux moteurs de recherche qui se prétendent écologiques, notamment comme Ecosia, et on aura l'occasion d'en reparler avec le fondateur d'Ecosia, qui se base sur les moteurs de recherche Yahoo et Bing. En parlant d'Ecosia, monsieur Kroll, parlez-nous de votre entreprise. D'où vous est venue cette idée ? Il y a 9 ans de ça, c'était le 7 décembre 2009,
j'ai lancé avec mon équipe un projet qui nous tenait vraiment à cœur depuis longtemps, c'est-à-dire un moteur de recherche durable. Ecosia fonctionne comme n'importe quel moteur de recherche classique, mais avec une différence de taille, c'est-à-dire que nos bénéfices, nos revenus sont utilisés pour planter des arbres. Et nous plantons des arbres là où le besoin se fait sentir. On travaille avec différents partenaires, dont WeForest et OZG au Burkina Faso ou Pure Project au Pérou. Ce ne sont des exemples. Et oui, notre objectif, c'est que on reforeste un petit peu pour vivre dans un meilleur environnement. La transparence nous tient aussi vraiment à cœur, c'est pour ça qu'on publie chaque mois nos rapports financiers qui détaillent précisément toutes les dépenses faites avec l'argent de vos recherches et qui précisent le pourcentage de nos revenus dépensés pour planter des arbres. Oui, mais vous savez très bien que Ecosia est un métamoteur et que pour fonctionner, il a besoin d'un crawler comme Google. Oula, on tombe dans du jargon numérique là. Madame, pouvez-vous nous définir ce que sont des métamoteurs et des crawlers, s'il vous plaît? Je suis un peu perdue ici. Alors, il faut savoir, la différence principale, c'est qu'un métamoteur de recherche ne fait qu'agréger le contenu d'autres moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas d'énergie pour indexer les sites web, tandis que les crawlers consomment de l'énergie directement, donc en raison de leur activité, et également indirectement. Les sites internet qui sont indexés consomment de l'énergie pour leur apporter une réponse. Donc avec un crawler, le trafic internet induit n'est probablement pas négligeable en termes d'énergie. Il y a des éléments physiques de l'infrastructure réseau comme les routeurs, passerelles, etc. Mais l'inconvénient pour un métamoteur est son manque de précision, car il n'a pas forcément accès à toutes les données du crawler. En revanche, l'inconvénient pour un métamoteur est son manque de précision, car il n'a pas forcément accès à toutes les données du crawler. Donc voilà la distinction entre métamoteur et crawler. Concernant Ecosia est donc un métamoteur dont le crawler est Yahoo ou Bing. Effectivement, nous reposons sur un crawler, mais notre objectif c'était de rester dans cette passivité face à la crise écologique. Il faut vraiment comprendre que le destin de la Terre est dans les mains de nos générations, et du coup il s'agissait plus seulement d'aider par des petits gestes au quotidien comme le recyclage, mais de vraiment résorber les failles de l'ère du numérique. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce raisonnement, cette démarche qui nous ont amené finalement à créer un moteur de recherche durable. Il faut savoir que la plupart des entreprises dépendent encore de combustibles fossiles. Elles attisent vraiment les flammes du réchauffement climatique en brûlant du charbon, du gaz. Et même s'il est possible et souvent même moins cher de produire de l'électricité propre à partir de ressources renouvelables comme le soleil ou le vent, chez Ecosia, on pense qu'en période de crise écologique, le moment est vraiment mal choisi de continuer à faire comme si de rien n'était. Et c'est pour ça qu'on a choisi de construire en fait nos propres centrales photovoltaïques en 2018. Et depuis, nous avons produit suffisamment d'énergie propre pour alimenter à 100% toutes les recherches Ecosia par de l'énergie renouvelable. Et puisque nous produisons finalement notre propre électricité solaire et que nous utilisons nos bénéfices pour planter des arbres qui absorbent le CO2, on peut dire qu'Ecosia n'est pas seulement zéro émission de CO2, entre guillemets, mais que vos recherches permettent de réduire la quantité de CO2 dans l'air, parce que être neutre en CO2, c'est bien, mais être négatif, c'est mieux. Et Céline, avez-vous quelques chiffres concernant Google? Alors oui, déjà il faut savoir que 30 000 milliards de pages sont indexées par Google, 20 milliards de sites sont visités, donc comme on l'a vu, sont crawlés par Google chaque jour, parce que Google est un crawler. 3,3 milliards de requêtes sont effectuées chaque jour, ce qui revient à 100 milliards par mois, et 15% des requêtes sont des nouvelles requêtes, donc 500 millions par jour. Vous écoutez L'heure verte, il est 17h06 et nous sommes en compagnie du cofondateur de Google et d'Ecosia. Monsieur Bril, vous avez la parole. Alors oui, juste avant cette courte interruption, on nous a vanté Ecosia, mais moi j'aimerais aborder la face cachée de ce métamoteur de recherche. Donc
en effet, quand on regarde un petit peu le site d'Ecosia, on voit que le moteur affirme qu'il respecte la vie privée de ses utilisateurs. Mais ce qui est un petit peu contradictoire, c'est que par la suite, il nous affirme que le moteur de recherche stocke les données des utilisateurs pendant environ une semaine. Ça s'appelle la transparence, monsieur. Oui, et c'est vrai, c'est mieux que Google, je l'avoue, mais on ne sait pas ce que Ecosia fait avec ces données. On ne sait pas, pendant toute la semaine où il les conserve, on ne sait pas ce qu'il en est de nos données personnelles. Ensuite, j'aurais aimé revenir aussi sur le partenariat entre Ecosia et Bing et Yahoo pour la recherche et le transfert des données des utilisateurs. Puisque Ecosia déclare qu'il n'est pas responsable de ce que Bing, c'est-à-dire Microsoft, puisque Bing est géré par l'entreprise Microsoft, fait avec cette quantité d'informations. Et quand on regarde un petit peu plus en profondeur ce que fait Microsoft avec ses données personnelles et les politiques de confidentialité, on se rend compte qu'il n'y a aucune information et qu'on ne sait pas du tout ce qu'il en est de nos données personnelles. Concernant ces mêmes données personnelles, on le sait tous, c'est stocké par des data centers qui consomment une énorme quantité d'énergie. Donc, bien que Ecosia affirme que son action permet de replanter des arbres et de réduire les émissions de CO2 sur la planète, finalement, en ce qui concerne le stockage de ces données personnelles, Ecosia rejette le fardeau sur les autres et n'est absolument pas responsable face à cette thématique. Vous nous avez ensuite expliqué que depuis 2018, vous avez vos centrales photovoltaïques qui permettent d'alimenter avec des énergies renouvelables à 100% vos serveurs et vos data centers. Et que donc vous avez par ce moyen un bilan carbone qui est absolument nul. Mais il faut savoir que du coup, entre 2009 et 2018, Ecosia a quand même fonctionné avec le réseau local allemand. Et dans ces années-là, l'Allemagne a décidé d'abandonner le nucléaire pour retourner au charbon. Et ça pose quand même une grande question sur finalement la vérité qui se cache derrière Ecosia, et que finalement cette pseudo-action écologique cache finalement certains problèmes qui sont relatifs à votre moteur de recherche. Et puis c'est bien joli de nous parler que Ecosia plante des arbres avec les recherches qui sont faites, avec les pubs qui sont générées sur le moteur de recherche, mais les arbres que vous plantez, c'est pas des arbres qui ont des dizaines ou des vingtaines d'années. C'est des arbres qui font 30 cm de hauteur, c'est des arbres qui n'absorbent aucun CO2 finalement. Donc cette action-là que vous nous vantez, est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraiment efficace ? Et puis il y a toute votre politique avec les cookies qui, on le sait, fonctionne encore une fois avec des centres de données. Des cookies ? Les cookies, ferme la porte, les cookies dans le sac. Miam, 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 j'aime les cookies. Ferme la porte, les cookies dans le sac. Céline, je pense que nous avons besoin de vos connaissances. Qu'est-ce qu'un cookie ? Alors les cookies, ce ne sont pas des gâteaux, mais les cookies Internet sont des paquets de données échangés entre des programmes informatiques. En général, on parle de cookies HTTP qui sont utilisés par les sites web pour vraiment stocker les données des utilisateurs localement et sur le serveur afin de rendre les fonctions individuelles et les applications web telles que les boutiques en ligne, les réseaux sociaux et les forums plus conviviaux. Les cookies sont stockés principalement du côté client, donc avec les informations qu'ils rentrent, leurs préférences, mais l'opérateur du serveur a la possibilité d'obtenir sa propre copie de ce qu'on appelle des cookies internes, lorsque les cookies Internet sont renvoyés par le navigateur. Donc de 1, Ecosia utilise des cookies, et de 2, les chiffres montrent que les plantations de vos arbres représentent seulement 0,033% de la population arboricole actuelle. Est-ce que vous pensez avoir un réel impact finalement ? Si vous prenez les chiffres de novembre 2019 par exemple, plus de 75 millions d'arbres ont été plantés depuis la création d'Ecosia. Donc au final on peut faire ce qu'on veut. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais 75 millions, ce n'est pas rien. Cela représente plusieurs milliards de recherches au total, à raison de 45 recherches en moyenne pour planter un arbre. Et selon Johanna Moll, il faudrait planter 23 arbres pour chaque seconde passée sur Google. Évidemment, nous ne pouvons pas reforester à hauteur de ces chiffres exorbitants, mais nous faisons notre maximum. J'ai une petite question, Monsieur Kroll. Est-ce que les arbres que vous plantez en Afrique, par exemple, qui d'après les prévisions sera le continent le plus peuplé en 2050, ne prennent pas une surface qui sera plus tard habitable ?
À votre avis, pourquoi travaillons-nous avec les populations locales et avec des partenaires sur place? Justement pour éviter ce genre de problème. Nous voulions apporter notre pierre à l'édifice pour que le futur ne soit pas aussi sombre que les prédictions, mais pas en remplaçant un problème par un autre d'une autre dimension. Merci à tous pour ce beau débat. On a compris qu'il était impossible de revenir en arrière et maintenant qu'on est entré dans l'ère du numérique, il faut adapter nos démarches. Et c'est dans ce cadre-là que Ecosia a été créé. Cette initiative n'est pas la solution miracle au problème, mais bien un moyen d'arranger les choses à sa manière. Bonne journée et bonne fête de fin d'année!